dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie climat au sens large, avec un focus particulier sur ce match des politiques industrielles entre l'IRA américain et le Green Deal européen. Des effets d'annonce, des réalités évidemment en matière de politique industrielle qui bouleverse un peu les équilibres, notamment pour les prévisions d'investissement de certains grands groupes industriels. Faut-il être en Europe? Vaut-il mieux se tourner vers les États-Unis pour chasser les subventions, puisque c'est un peu quand même l'idée aujourd'hui chez de grands groupes mondialisés. Bassel Chougar est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Bonsoir Bassel. Bonsoir. Gérant Action Internationale chez Montpensier Finance et vous pilotez notamment la stratégie climat, Climate Solution chez Montpensier Finance. IRA versus Green Deal. Donc c'est le sujet. C'est vrai que quand certains en Europe ont découvert le Green Deal, l'IRA le 23 décembre dernier, on a tout de suite entendu que ça y est, c'était jeu, c'était match pour les États-Unis. Totalement plié pour l'Europe, regardez comme on est nul, regardez comme ils sont méchants. Bon, la réponse est agressive, mais elle est aussi à la hauteur peut-être d'un leadership européen installé sur ces questions de transition énergétique et climatique depuis plusieurs années, Bassel. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'approche a été de dire qu'en gros, les Américains sont en train de faire une sorte de protectionnisme sauvage. Et en fait, ils ont fait ça avec les semi-conducteurs. Ils le font avec la transition climatique et d'autant plus qu'on a bien vu en Europe avec les événements en Ukraine que la souveraineté énergétique était importante. Donc ça ne devrait pas être une surprise que les Américains le fassent. Et c'est même plutôt une bonne chose pour la planète. Et il faut vraiment se réjouir de ça. Le fait est que les États-Unis étaient en retard par rapport à l'Europe. Et donc aujourd'hui, l'Europe répond, mais l'Europe a un train d'avance et c'est à l'Europe de tout faire pour réussir à justement garder ce train d'avance. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la réponse américaine et qui fait d'ailleurs, alors l'actualité nous apporte quelques exemples en la matière, qui fait que certains grands groupes mondiaux, mais européens, commencent à hésiter justement sur les prochaines implantations industrielles. L'exemple du moment, c'est Volkswagen, qui doit implanter une usine de batteries en Europe de l'Est, mais qui est en train de se dire, tiens, si je peux avoir un peu plus de subventions aux États-Unis, c'est peut-être là-bas que j'irai. Il va falloir les deux. Clairement, dans l'Inflation Reduction Act, il y a une prime à la production locale. Et ça, c'est un point qui va être extrêmement important. Mais c'est aussi, surtout, 370 milliards de dollars quasiment qui vont être investis dans l'énergie, dans les mobilités, dans l'hydrogène. Mais il y a aussi un volant sur la biodiversité. Donc, c'est sur l'ensemble des éléments qui vont avoir trait à la transition climatique. Et clairement, aujourd'hui, il y a de la production en Europe, mais il va falloir un peu plus de production aux États-Unis. Mais je reviens sur l'exemple des semi-conducteurs. On va avoir des productions qui vont être moins mondialisées, plus localisées. Et l'Europe a répondu de la même manière. Dans le projet de loi européen, il y a une part également à la production domestique. Il se trouve qu'en Europe, on a déjà les usines, donc c'est un peu plus simple. Donc l'Europe n'a pas perdu définitivement cette partie, même si c'est pas un match du point de vue de l'investisseur global, et vous l'avez très bien dit, le premier point, c'est que ça doit être un effort collectif de tous, le climat. Oui, et alors, pour l'Europe, si on regarde le projet qui va être discuté à la fin du mois, en fait, ce qui est intéressant, c'est... on parle beaucoup des États-Unis à cause du montant colossal qui va être investi. Mais il faut savoir que les États-Unis vont devoir investir plus puisqu'ils ont du retard par rapport aux Européens. Le problème qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un pays, vous avez un budget qui va être alloué à cela. En Europe, on n'a pas de budget européen. On parle d'aller puiser en partie dans le fonds qui a été développé pour la crise sanitaire, par exemple, mais on n'a pas un budget européen qui va être dédié. Là où le projet devient extrêmement intéressant pour l'Europe, c'est qu'en plus d'avoir de l'avance, un des gros points bloquants en Europe, c'est les délais pour obtenir les permis pour déployer, par exemple, du renouvelable. Ouais. On est sur des moyennes de 2 à 7 ans en Europe. Et dans le projet de loi, il est question de réduire ces délais-là à 12 à 18 mois. Après quoi, le projet passe automatiquement. Donc on va avoir une accélération en Europe. Et en fait, l'Europe est en train de faire ce qu'il faut pour en fait ne pas rester à la marge. Après, les entreprises européennes sont pour la plupart mondialisées et oui, vont devoir investir plus aux États-Unis, mais net, le message est que c'est positif pour la planète. Et c'est ce qui est important. Ouais, bien sûr, non, mais tout à fait, il ne faut pas perdre ça de vue. Les montants en jeu aux États-Unis sont si importants que ça écrase les montants européens, alors qui sont compliqués. Effectivement, il n'y a pas de budget européen au sens strict. Il y a des organisations parapubliques, des supras qui mettent quand même les moyens. Et puis, il y a tous les efforts
efforts qui sont faits au niveau domestique, dans des plans nationaux également. Parce que 370 milliards de dollars sur 10 ans, ça fait 0,15 points de PIB par an. À la mesure de l'économie américaine, ça paraît pas non plus un game changer délirant. Oui, alors il ne faut pas regarder la transition climatique comme uniquement un chantier public. Il va y avoir de l'argent public et c'est essentiellement des subventions qui vont favoriser l'investissement. Donc c'est clairement, si on compte uniquement sur les gouvernements pour la transition climatique, ça ne va pas être possible. Il faut vraiment qu'on ait un alignement entre les gouvernements, les citoyens et les entreprises. Et donc ça va être cet ensemble-là. Les Américains sont plutôt en train de créer l'écosystème qui va être favorable, plutôt que de juste dire le gouvernement américain va uniquement financer ça. C'est un fonds d'amorçage, quoi. Exactement. Non, mais pour dire les choses. Ça... Et il faut garder en tête aussi que la base de comparaison n'est pas la même. Ils partent de beaucoup plus loin, donc ils doivent dépenser beaucoup plus aujourd'hui. Oui. Puis en termes d'alignement, autant, et vous le savez sans doute mieux que moi, Bassel, mais depuis 10-15 ans que je suis l'affaire des marchés, je vois quand même la manière dont tous les investisseurs, toutes les entreprises s'orientent de plus en plus vers ces sujets, soit par contrainte réglementaire, et c'est une pression très forte en Europe, soit par ambition, soit par choix, par envie, etc. Ce que j'observe aux États-Unis, c'est que non seulement on n'y est pas encore, mais qu'on est à un niveau de fracture politique sur la question ESG qui, j'allais dire, déteint sur l'ensemble de l'écosystème, avec des investisseurs et des entreprises qui, d'un État à l'autre, se retrouvent entre deux chaises et qui semblent paralysés par une campagne politique intense, pro-ESG d'un côté et anti-ESG de l'autre. Oui, alors mais on revient au point, on ne va pas compter que sur les gouvernements, et il y a un excellent juge de paix, c'est le consommateur. Ouais. Et donc, si les consommateurs veulent de l'énergie verte, si les consommateurs veulent des véhicules électriques, les entreprises feront ce qu'il faut pour leur donner les produits qu'ils veulent. Donc, il y a deux choses qui vont se faire. Il y a la demande finale, il y a l'action publique, mais il y a aussi le réglementaire. Typiquement, en Europe, on est quand même très en avance sur les questions de taxe carbone, par exemple. Aux États-Unis, on n'en est pas encore là. Mais clairement, le but d'une entreprise, au final, c'est de répondre à la demande de ses consommateurs. Donc les entreprises s'adaptent aussi. Ce n'est pas juste une position de principe que les entreprises vont prendre. Bien sûr, les pétrolières vont devoir défendre les énergies fossiles, et c'est normal, tout en investissant dans le renouvelable. Est-ce qu'ils investissent assez ou pas ? Ils pourraient investir plus, mais clairement, on le voit aussi en Europe. Il y a du lobbying de l'industrie automobile. Beaucoup même. Non mais c'est un très bon sujet, puisque on voit la partie allemande alors sur la question spécifique de la réglementation automobile future, avec la fin de l'interdiction des moteurs thermiques à compter de 2035. On voit que alors, le poids de l'Allemagne étant ce qu'il est, le fait que l'Allemagne suspende pour l'instant son stylo et ne vote pas pour l'instant ce projet européen, ça gèle tout. C'est le débat classique de la fin du mois versus la fin du monde. Tout le monde est pour l'écologie, mais tout le monde n'est pas prêt à payer pour ça. Et en fait, on l'a vu avec l'énergie, notamment chez les Allemands, puisqu'il y a eu la fermeture des centrales nucléaires, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent réutiliser du charbon, ils doivent utiliser plus de gaz. Et en fait, avec l'industrie automobile, c'est pareil. C'est cette espèce de débat entre l'impact négatif économique à court terme et l'impact positif, mais ce qui est requis pour la planète à long terme. Donc, forcément, les Allemands essayent de lisser cette transition-là à court terme. Mais on en revient au même point, le consommateur est un excellent juge de paix. Si vous prenez des pays comme la Norvège, typiquement en Norvège, aujourd'hui, vous vendez plus de véhicules électriques que de véhicules de moteurs à combustion. Et si vous regardez l'offre de produits en véhicules électriques, il y a 5 ans, vous aviez à peu près 140, 150 modèles disponibles. Aujourd'hui, on est quasiment à 500. L'offre augmente et les consommateurs vont de plus en plus vers ce genre de produits. D'abord parce que dans les villes, ça a un intérêt, vous payez moins. Et puis, ça vous expose plus au fait qu'il y a des grèves à la pompe, il y a la variation des prix. Et donc, les consommateurs le demandent de plus en plus. Les constructeurs automobiles ne vont pas s'acharner à faire du diesel si les clients veulent de l'électrique. Non, mais la rebuffade allemande, je trouve qu'elle a le mérite. Alors, en plus, pour des questions de politique intérieure, et on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais elle a le mérite quand même, peut-être, à un moment encore un peu critique, de poser la question du tout électrique pour la mobilité individuelle et le véhicule léger en Europe. Et c'est pas une mauvaise question, je trouve, Bassel, de se dire, est-ce que le tout électrique pour le véhicule personnel de mobilité, est-ce que c'est un objectif atteignable
et optimale. Alors atteignable en théorie oui, optimal sans doute pas, mais c'est comme quand on parle de transition climatique. La transition climatique, on en parle comme si c'était un problème, mais c'est une multitude de problèmes. Et en fait, la mobilité, ça va être exactement la même chose. Oui, il va falloir de l'électrique, mais on peut également utiliser l'hydrogène notamment. Il y a des carburants alternatifs, on peut revenir sur les e-fuels après si vous voulez. Et surtout, il y a de l'innovation. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'innovation. Il y a 15 ans, si on nous avait dit qu'il y aura une marque américaine qui va sortir de nulle part et qui va devenir un cadre du véhicule électrique, beaucoup de gens auraient rigolé dans l'industrie. Et en fait, ça existe. Et l'innovation est là. Et il faut s'attendre à de l'innovation au niveau des batteries également, mais des solutions alternatives comme l'hydrogène. Alors, électrique, hydrogène, on sait que ça a sa place effectivement peut-être pour des transports de plus grosse capacité dans l'aérien ou dans le terrestre ou le ferroviaire. La question du e-fuel, alors c'était une question de spécialiste jusqu'à présent. Est-ce que oui, dans le mix énergétique du transport, est-ce que c'est une brique qui a sa place Oui, alors il va y avoir les biocarburants aussi, notamment qui sont issus de la biomasse, et les e-fuels aussi. Le problème des e-fuels aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous devez les fabriquer avec de l'électricité. Donc, si c'est pour avoir une usine à charbon qui vous fabrique des e-fuels qui n'émettent pas, en fait, vous avez uniquement déplacé le problème. Donc, il faut de l'énergie verte. Et ça va être assez compliqué, notamment que pour la problématique des e-fuels, il faut capturer le carbone, il faut ensuite aller séparer l'hydrogène de l'eau et puis le réinjecter dedans et vous avez un e-fuel. Donc c'est extrêmement consommateur d'énergie et ça va coûter extrêmement cher. Aujourd'hui, c'est pas forcément une solution qui est optimale. C'est optimal pour le constructeur automobile puisque les modifications vont être marginales sur le moteur, mais la production d'énergie va être très coûteuse. Ce sera peut-être pas pour tous les modèles. Exactement. Non mais on voit, mais pour le dire, c'est des marques comme Porsche ou Ferrari qui travaillent beaucoup sur ces questions de e-fuel, de e-carburant. Comment on investit dans cette thématique de la mobilité si on veut s'affranchir un peu du risque du standard technologique qui n'est pas encore tout à fait clarifié pour demain, Bassel? Alors nous, chez Montpensier, ce qu'on aime bien, c'est investir sur l'infrastructure. Puisqu'aujourd'hui, c'est extrêmement complexe de savoir est-ce que le gagnant dans 10 ans sera Tesla, Volkswagen, Porsche ou Peugeot. On ne peut pas savoir. Il y a des paris technologiques qui sont extrêmement importants. La seule certitude qu'on a, c'est que ces véhicules vont avoir besoin de batterie. Et le moyen intéressant de le faire, c'est d'investir via les bornes de recharge notamment, et toute cette infrastructure qui va permettre en fait le déploiement à grande échelle des véhicules électriques. Infrastructures, donc, effectivement, et qui seront là, pour le coup, indispensables, quels que soient les standards technologiques qui seront retenus par les constructeurs. Merci beaucoup, Bassel. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces questions climatiques avec le match des politiques industrielles, qui était le sujet de départ, l'IRA américain versus le Green Deal européen. Bassel Chougari, gérant Action Internationale, et qui gère notamment la stratégie Climate Solution chez Montpensier Finance. Voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse qui conclut cette émission. On se retrouve demain, évidemment, à 12h30 en direct sur Bismart.